Paris, 23 prairières de l'an 1. La Convention a tranché. La vente du mobilier garnissant les résidences royales est officiellement actée. Les députés chargés d'encadrer l'aliénation sont élus. Puis les membres de la commission quittent Paris et se répartissent entre les 3 résidences royales, Marly, Rambouillet et Versailles. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de lots qui passent alors sous le feu des enchères. Les acquéreurs étrangers, anglais surtout, ne sont pas les derniers à venir tirer parti de la grande braderie. Un siècle plus tard, lorsque Pierre de Nolhac est nommé conservateur des musées de Versailles, l'ancien château est vide. Cet homme intègre et obstiné part alors en croisade, sollicite mécènes et politiques, lève des millions. Mais il faudra des décennies pour que l'État puisse progressivement, pièce par pièce, racheter ce qui n'aurait jamais dû cesser de lui appartenir. Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les secrétaires de la Conférence, Mesdames, Messieurs, si ce drame de la Révolution marqua l'esprit français comme un traumatisme majeur, on croyait certaines prédations d'un autre temps. Et pourtant, alors que nos contemporains prennent conscience avec acuité de l'importance de la préservation et de l'entretien du patrimoine, comment admettre que l'État lui-même se dessaisisse de trésors nationaux? Comme il vous l'a été rappelé précédemment, un antiquaire a acquis en 2002 une pierre sculptée qu'il croyait de la Renaissance italienne, mais qui se révélera correspondre au fragment de l'ancien jubé de la cathédrale de Chartres, détruit en 1763 et chef-d'œuvre absolu de l'art gothique médiéval. L'autorité publique, après l'échec d'une procédure amiable, fera savoir que l'objet appartient au domaine public de l'État et exigera sa restitution. Le tribunal de grande instance de Paris accueillera favorablement cette requête, jugement confirmé par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 janvier 2018. Le marchand se pourvoit devant vous, au moyen que sa possession de fait de l'objet disputé lui donnerait un titre de propriété, et ce au regard tant du droit civil des biens que du droit européen. D'où la question posée aujourd'hui, de savoir si le fragment d'un monument appartenant au domaine public peut être usucapé par un acquéreur de bonne foi. Vous répondrez par la négative. En effet, si les règles de l'usucapion existent pour assurer la sécurité juridique, notamment les conventions légalement formées, elle ne peut être invoquée pour couvrir l'illicéité du commerce des choses hors commerce. La nation ne peut être amputée. La propriété de l'État sur son domaine est perpétuelle et rend ce dernier totalement indisponible en tout temps. Il n'y a rien d'extravagant à cela. La liberté du commerce est toujours bornée par une série de restrictions d'intérêt général. La conservation du patrimoine national en étant justement une. Aussi, nous relèverons un droit de propriété perpétuel d'une part, un devoir de conservation continuelle d'autre part. Un droit de propriété perpétuelle. En fait de meubles, possession vos titres. Le demandeur affirme que cette règle, prévue par l'article 2276 du Code civil, constituerait un mode autonome d'acquisition, distinct de l'aliénation et de la prescription. En vérité, un tel argument relève d'une vue de l'esprit, la dite règle n'étant juridiquement rien d'autre qu'une forme de prescription acquisitive. L'illicite prescription d'abord, l'inexistante acquisition ensuite. L'illicite prescription. L'article L311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens des personnes publiques, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. L'inaliénabilité du sacré remonte à loin. Il suffit de penser à l'attachement des anciens juifs au second temple de Jérusalem. Mais la Révolution remplaça Dieu par l'État. Les nouvelles identités nationales abjurant le classicisme, le romantisme cherche le neuf dans le vieux. Aussi, les œuvres médiévales rescapées du vandalisme révolutionnaire passèrent directement du sacré cultuel au sacré culturel. À la protection du ciel se substitue désormais celle de la nation. Mais les litiges entre l'État et particuliers ayant acquis une œuvre inaliénable sont à vrai dire assez rares. Et pour cause. L'administration dispose lors des ventes publiques d'un droit de préemption. Dans notre cas, en l'espèce, l'exercice de ce droit était cependant impossible, la nature du bien étant au moment de la vente inconnue, sa mise en lumière découlant des recherches de l'acheteur lui-même. Sur ce dernier point, rappelons que le Conseil d'État a établi depuis longtemps, dans une décision de 1923, gouverneur général de l'Algérie contre Sieur Pitiobi,
que le découvreur d'un trésor national ne peut réclamer aucun droit sur sa découverte. La solution peut paraître cruelle, et ce n'est pas votre jurisprudence qui est pour l'adoucir, puisque vous écartez de façon constante l'indemnisation en cas de reprise publique d'un bien. N'est-ce pas là une sanction disproportionnée frappant des particuliers innocents? Arsène Lupin répond. Voyons donc, si mes acheteurs n'étaient pas des parvenus aussi pédants qu'incultes, croyez-vous vraiment que mon entreprise fleurirait? Cette tirade de l'élégant malfrat nous le rappelle. L'ignorance des acheteurs d'objets d'art est le meilleur encouragement aux voleurs des antiquités. Car le vrai facteur d'efficacité de la reprise gratuite est la menace qu'il fait peser sur les acquéreurs potentiels. La règle est rude, certes, mais nécessaire. Aussi, aucune prescription ne peut, dans le cas d'espèce, prospérer. Et c'est peine perdue que de jouer sur les mots, car l'idée d'un mode d'acquisition mobilière autonome est une chimère. L'inexistante acquisition. Vous aviez dans votre arrêt du 17 juin 1896, constamment repris depuis, établi que les objets mobiliers du domaine public ne peuvent donner lieu à la revendication perpétuelle prévue par l'article 2279 du Code civil. Devenu article 2276, suite à une réforme législative de 2008, cette dernière maintient le texte dans un chapitre du Code intitulé « De la prescription acquisitive ». Le Conseil constitutionnel, quant à lui, dans une décision QPC du 26 octobre 2018, rendue dans le cadre du présent litige, rappellera encore que l'usucapion mobilière est une forme de prescription. L'ensemble des sources, constitutionnelles, législatives comme jurisprudentielles, concordent ainsi pour exclure une conception autonome de l'article 2276. Cela est parfaitement cohérent avec la notion même de prescription, qui est de rétablir l'harmonie du fait et du droit. Selon les mots du père Lacordaire, n'ayant pu faire que le fait fût conforme au droit, on fit que le droit fût conforme au fait. Or, si l'article 2276 est autonome, c'est le principe de prescription même que l'on vide de sa substance. On comprend en effet assez mal comment l'écoulement d'un temps court peut produire les effets que l'on refuse à l'écoulement d'un temps long. Avec de la peine et du temps, on vient à bout de toute chose, nous dit le proverbe breton. Notre antiquaire semble, lui, décidé à venir à bout de la loi. Un parallèle peut être établi avec la célèbre affaire Poussin. Des vendeurs croyaient céder un tableau attribué à l'école des Caraches, et l'analyse effectuée par le musée du Louvre révélera sa vraie nature. La nullité de la vente fut prononcée et le tableau retiré du domaine public mobilier, ou plutôt son entrée fut annulée. Nous sommes ici dans un cas symétrique. La découverte postérieure de la nature du fragment s'apparente à l'erreur sur la substance. C'est cette fois la sortie du domaine public qui est annulée. En conséquence, aucune acquisition licite de l'œuvre n'a eu lieu. Aussi, le demandeur ne peut en aucun cas se prévaloir des protections constitutionnelles du droit de propriété, car il n'a pas de propriété. Plus encore, cette protection profite à contrario à l'État, qui, comme tout justiciable, a le droit à la protection de ses biens, comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs consacré dans une décision de 2003. Mais plus qu'un simple propriétaire, l'État est débiteur d'un devoir de conservation du patrimoine national. Un devoir de conservation continuelle. Fraîchement nommé inspecteur général des monuments historiques, le jeune Prosper Mérimée décida de créer une liste des monuments en péril, nécessitant une protection renforcée. Mais il bute alors contre des propriétaires réfractaires. « J'ai l'espérance que mes choses jamais ne changent », lui lance ainsi un vieil arlésien. « Votre espérance, monsieur, est bien illégitime », répondit le poète. Ainsi, nonobstant l'écueil d'une espérance atteinte, nous constaterons l'accueil d'une atteinte légitime. L'écueil d'une espérance atteinte en premier lieu. Au nom de la préservation du patrimoine, l'État abuse-t-il de son droit de propriété? L'abus de la propriété doit être réprimé toutes les fois où il nuit à la société, nous dit Bonaparte. Il est peu probable que l'empereur des Français partage sa conception toute relative des libertés publiques avec la Cour européenne des droits de l'homme. Au demeurant, c'est bien sur la Convention dont cette dernière est la gardienne que repose aujourd'hui le pouvoir de réprimer les États abuseurs, notamment sur l'article 1er du premier protocole additionnel, qui dispose que toute personne a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique. Il faut noter que la juridiction européenne adopte une conception autonome de la notion de bien. Elle y inclut notamment
l'espérance légitime, qui peut naître par exemple d'une créance, ou même, nous dit la Cour, d'une occupation longue d'un bâtiment public. Voilà bien une acception à faire espérer antiquaires pieux comme non-croyants. Attention cependant à l'ivresse de l'espérance. Il faut rendre à César ce qui est à César. Aussi les prêtres strasbourgeois manient-ils une théologie subtile. En effet, la notion de bien, telle qu'entendue par la jurisprudence européenne, ne se confond pas avec la notion de propriété. C'est bien là une nuance fondamentale qu'il est important de comprendre. Dans une décision 2006, Haussmann contre Bulgarie, la Cour affirme ainsi que l'usage d'un immeuble pendant des années donnait certes lieu à une espérance légitime, constitutive d'un bien patrimonial, mais que la prétention du requérant de se voir reconnaître une propriété par usurpation relevait de la pure spéculation. Mieux encore, dans un arrêt de grande chambre Latridis contre Grèce, 1999, il est précisé que la Cour européenne n'a pas à se substituer aux juridictions nationales dans la définition de ce qu'est le domaine public national et dans les mesures de sa protection. La notion extensive de bien s'entend donc comme un simple critère d'applicabilité de la Convention et non pas comme un critère d'application de la protection qu'elle garantit. D'ailleurs, l'on notera que même si un droit de propriété était reconnu de manière autonome, ce n'est pas être un proudhonien fanatique que d'admettre sa nécessaire atteinte pour cause d'utilité publique. L'article 1er du protocole additionnel le prévoit bien. C'est donc uniquement une atteinte disproportionnée à l'espérance légitime du requérant qui serait condamnable. L'accueil d'une atteinte légitime en second lieu. En droit interne comme en droit européen, les atteintes aux droits individuels se justifient à la double condition de leur nécessité d'une part, de leur caractère proportionnel d'autre part. Sur la nécessité de la conservation du patrimoine, rappelons qu'il existe une protection constitutionnelle du droit d'accès à la culture, prévue par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1986. S'y ajoute une loi de 10 juillet 2000 sur la protection des trésors nationaux. Le président de la République a acté en novembre dernier la restitution à la République du Bénin des statues royales d'Abomey, et ce au nom du droit des peuples à disposer de leur patrimoine national tel que promu depuis des années par l'UNESCO. Or, il paraît difficile aujourd'hui de dénier au peuple français ce qui est reconnu au peuple béninois. La Cour européenne des droits de l'homme elle-même, dans un arrêt de 2010, BLR contre Italie, a consacré le caractère légitime de l'action des États afin de privilégier, nous dit-elle, la solution la plus apte à garantir une large accessibilité au public des œuvres d'art. Au vu de tous ces éléments, la nécessité de conserver le fragment au sein du domaine public national se vérifie aisément. Sur la proportionnalité de la mesure, ensuite, il convient de mettre en balance les intérêts en jeu. La société de Mandresse est uniquement mue par un intérêt marchand. La procédure amiable a échoué en raison d'un désaccord financier. Il est vrai que le million d'euros d'argent public proposé était nettement en deçà des 5 millions de dollars offerts par le client américain intéressé. Mais en même temps, cette offre est bien au-dessus du prix d'acquisition initial. C'est donc la plus-value qui est recherchée ici. Un bon conseil d'amis à la galerie eût été d'accepter l'offre publique. Car comme Ésope nous le professait, le châtiment de l'avare est de perdre son trésor. Car cet intérêt pécuniaire ne résiste pas face à l'utilité publique. Le Conseil d'État a ainsi décidé, dans un arrêt récent du 21 juin 2018, que le maintien dans le domaine public du pleurant numéro 17 du tombeau de Philippe le Hardy, afin d'être exposé, constitue un intérêt public majeur qui outrepasse les intérêts financiers des particuliers. Et ce n'est pas la Cour européenne qui va contredire le Palais Royal. Cette dernière reconnaît de longue date en effet que les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour déterminer l'étendue de l'intérêt public. Le préjudice subi par le demandeur de bonne foi est donc à la fois nécessaire et proportionné. Aussi, la décision de la Cour d'appel ne viole-t-elle aucun principe juridique. Quelques esprits niais pourraient se gausser d'une telle bataille pour un simple morceau de pierre. Laissons le fin mot à Claude Lévi-Strauss. Vu à l'échelle des millénaires, les passions humaines se confondent. Le temps n'ajoute ni ne retire rien aux amours et aux haines éprouvées par les hommes. Supprimer au hasard 10 ou 20 siècles d'histoire n'affecterait pas de façon sensible notre connaissance de la nature humaine. La seule perte irremplaçable serait celle des œuvres d'art que ces siècles ont vu naître. Car les hommes ne se différencient et même n'existent que par leurs œuvres. Elles seules apportent l'évidence qu'au cours du temps, parmi les hommes, quelque chose s'est réellement passé.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, les biens culturels sont des repères dans un monde qui en manque de plus en plus. Instruments de formation de la mémoire collective et de l'enracinement identitaire, ils contribuent à l'épanouissement moral des citoyens. Aussi, à l'enrichissement matériel de quelques-uns, vous privilégierez l'épanouissement moral de tous. Vous rejetterez.